à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. L'école française est-elle inclusive? Le droit à l'éducation pour tous les enfants, quel que soit leur handicap, est un droit fondamental depuis 2005 en France. Les mesures gouvernementales s'enchaînent, mais force est de constater que de nombreux obstacles persistent. Inégalité sociale, manque de formation des enseignants, manque de moyens pour favoriser l'accès des élèves en situation de handicap aux écoles. Nos deux invités participent activement à la formulation de solutions pour une école française plus inclusive. Bénédicte Keil, conseillère éducation et famille de l'APF France Handicap, est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Bénédicte sur notre plateau. Nicolas Aiglin, président de la Fédération nationale des associations au service des élèves présentant une situation de handicap, est également avec nous en visioconférence. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Comment expliquez-vous, Bénédicte Keil, le fait que la loi de 2005 pose le principe de cette école inclusive, mais que sur le terrain, il soit difficilement encore applicable ? Oh, vous commencez par une vaste question. Effectivement, vous le dites, au niveau des textes, on a à peu près effectivement ce qu'il faut. Pas forcément que la loi de 2005, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été précisées par la suite dans les lois suivantes. Après, les difficultés sur le terrain, je dirais que c'est, du coup, on est dans le quotidien, on est dans le tous les jours. Donc c'est effectivement comment un enseignant va pouvoir faire face au fait qu'il va avoir un enfant en situation de handicap à scolariser. Donc à ce niveau-là, c'est comment est-ce qu'il est formé, comment est-ce qu'il est accompagné, de quelles ressources il peut disposer. Donc c'est toutes ces questions-là en fait. On est après dans le concret de la pédagogie. Mais il faut une volonté politique quand même, Bénédicte Keil, pour ensuite, en effet, vous parlez concrètement de la formation des enseignants sur ces sujets. Il faut mettre des moyens quand même aussi. Tout à fait. Il faut une volonté politique. Je pense qu'elle est présente depuis un certain nombre d'années et ça on le voit bien quand même. Je veux dire, avec Nicolas, avec les autres acteurs de terrain, on voit bien quand même qu'il y a une vraie volonté politique. D'ailleurs, il y a un comité national de suivi de l'école inclusive depuis quelques années qui permet de faire un point tous les ans sur les avancées, les choses à avancer encore. Par contre, je me suis perdue. Oui, en tout cas, vous trouvez qu'on avance quand même dans le bon sens? Non, on avance, il y a une volonté politique. Après, c'est, comme je vous le disais, la question de l'accompagnement des acteurs de terrain. Nicolas Aiglin, je vais vous poser la même question. Vous faites le même constat, du coup, j'imagine. Vous constatez quand même des progrès aujourd'hui dans l'accueil des enfants en situation de handicap dans les établissements scolaires français? Et on constate des progrès. Après, le passage à une école inclusive, c'est un changement de modèle. Le concept de l'école inclusive, il a été travaillé par l'UNESCO, il a été repris par l'Union européenne, il est beaucoup travaillé par un certain nombre d'universitaires. C'est la prise en compte des besoins éducatifs particuliers de tous les élèves. Quand on parle de besoins éducatifs particuliers, on est là face à un concept pédagogique. C'est arriver à identifier ces besoins éducatifs particuliers et apporter des réponses. Et quand je parle de tous les élèves, ce n'est pas que pour les élèves en situation de handicap. Bien entendu, ce vont être les grands bénéficiaires d'une école inclusive, mais ce sont aussi tous les élèves qui sont en grande difficulté scolaire, les enfants malades, les élèves à haut potentiel, les élèves allophones. Donc on a une logique pour pouvoir mettre en œuvre cette école inclusive qui nécessite de changer complètement de modèle. Et c'est ça qui aujourd'hui pose difficulté. On n'est pas dans une évolution, on ne passe pas d'une approche intégrative à une logique inclusive. On doit changer complètement les pratiques, c'est-à-dire qu'on doit mettre en place des accompagnements, des aménagements qui sont organisés différemment. On doit mettre en place des supports de travail structurés, visuels pour l'ensemble des élèves. On doit favoriser l'intervention des professionnels du médico-social au sein de l'école. Donc ce sont des choses que l'école n'avait pas l'habitude de faire auparavant. Et c'est ça qui rend complexe le passage à une école inclusive. Nicolas Aiglin, pour qu'on comprenne bien, aujourd'hui, quelle est la part des élèves en situation de handicap qui sont scolarisés en France ? Alors théoriquement, tous les élèves en situation de handicap sont scolarisés. Par contre, ils sont scolarisés dans des conditions différentes. Certains continuent à être scolarisés dans des établissements médico-sociaux,
a priori 70 000, entre 60 et 75 000 élèves en situation de handicap sont accueillis dans des établissements médico-sociaux, dans des unités d'enseignement, qu'elles soient internes ou externes, c'est-à-dire présentes en temps partagé dans des établissements scolaires ordinaires, mais gérés par les équipes médico-sociales. Et on a un petit peu plus de 400 000 élèves qui ont une reconnaissance administrative d'élèves en situation de handicap qui sont aujourd'hui dans des parcours de scolarisation à l'école ordinaire, que ce soit en classe ordinaire ou que ce soit accompagné par des dispositifs, ce qu'on appelle les dispositifs ULIS par exemple, les dispositifs des dispositifs pour l'inclusion scolaire qui sont gérés par l'Éducation nationale. Bénédicte Keil, quelle disparité subsiste? Y a-t-il des âges où la prise en charge est plus ou moins importante? J'ai lu aussi des choses, comment expliquer la surreprésentation des élèves d'origine modeste parmi les élèves en situation de handicap? Alors, il y a deux choses différentes. Il y a la difficulté pour un élève en situation de handicap de progresser au sein d'une classe ordinaire. Je veux dire, ce qu'on se rend compte quand même, c'est... le dernier chiffre, c'était de 2016, mais qu'un enfant, un élève sur deux qui va quitter la classe ordinaire avant 10 ans. Donc voilà, il y a déjà ce premier phénomène-là de, quelque part, quand on ne rentre pas dans les attendus scolaires, on peut être petit à petit orienté soit effectivement vers un dispositif ULIS, soit orienté vers une unité d'enseignement. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et on voit bien que le nombre d'élèves en élémentaire par rapport au nombre d'élèves en lycée, on ne va plus du tout être sur le même nombre. Donc il y a effectivement ce côté-là. Après, il y a quelque chose qui est de toute façon, je dirais, mais dans tous les milieux sociaux. Je veux dire, quand on est proche en fait, de l'école, quand on a une famille qui est proche de l'école, on est plus apte à se battre parce qu'on connaît le système. Donc, quand on est parent d'un enfant en situation de handicap, on va avoir encore plus besoin de se battre que les autres. Donc, les inégalités sociales sont bien présentes. Tout à fait. Elles sont présentes, elles sont même amplifiées par la situation de handicap en réalité. Parce qu'effectivement, c'est des parents qui vont être capables de se battre, qui vont faire en sorte que leur gamin va pouvoir rester le plus longtemps possible en classe ordinaire. On parlait tout à l'heure de volonté politique. Emmanuel Macron a dévoilé 12 nouveaux engagements pour une société plus inclusive, 1000 places en établissement, notamment 1000 places supplémentaires en établissement, 45 unités d'enseignement autisme. Est-ce que ces mesures-là, vous les jugez, je ne sais pas, suffisantes? Est-ce que c'est en rajoutant des places? Vous parliez tout à l'heure de formation. Oui. C'est plutôt là-dessus qu'il faut mettre le paquet aujourd'hui? Faut faire avancer un peu partout, donc c'est ça qui est compliqué. Il y a besoin, bien évidemment, il y a besoin d'enseignants spécialisés, il y a besoin de former les enseignants. Là, on a, c'est la première fois qu'on a effectivement dans les textes et qu'on a un nombre d'heures attribuées pour la formation initiale des enseignants. C'est la première fois. Donc, vous voyez d'où on part quand même. Donc, il y a besoin effectivement de faire avancer tous les leviers petit à petit en parallèle. Nicolas Aiglin, la formation avant tout, comment vous expliquez aujourd'hui que des équipes pédagogiques sont des fois pas peu formées au handicap? Comment améliorer cette formation initiale dont parlait Bénédicte Keil? Alors, c'est à la fois travailler sur la formation initiale, et donc il y a des maquettes qui sont en cours d'élaboration sur les modules de formation initiale autour de la question du handicap. C'est présenter ces concepts d'école inclusive et ce que j'ai évoqué sur les besoins éducatifs particuliers qui ne sont pas forcément aujourd'hui complètement mis en œuvre dans l'école. On a longtemps, sur la question de handicap, plutôt privilégié un modèle médical, alors qu'il faut maintenant passer à un modèle pédagogique. Un élève avec une trisomie 21, ça ne nous dit rien. Le médecin ne nous dit rien sur ce qu'il faut mettre en œuvre en termes de techniques pédagogiques. Ce sont bien aux pédagogues, aux enseignants de se saisir de ça, de comprendre quels sont les besoins de cet élève pour apporter les réponses. Et donc, il y a un vrai travail vraiment d'accompagnement sur les observations, sur les réponses qui peuvent être apportées par les enseignants. Mais j'ai envie de dire que c'est aussi des formations croisées en situation sur le terrain qu'il faut mettre en place. Il faut faire en sorte que les enseignants et les professionnels du médico-social et tous les acteurs qui interviennent au sein de l'école puissent être formés ensemble pour faire culture commune et comprendre, quand on parle d'école inclusive, ce que cela signifie et comment on apprend à travailler ensemble autour de ces élèves qui ont des besoins d'accompagnement multiples.
Bénédicte Keil, c'est ce qu'il disait, peut-être sortir de l'aspect soin, de l'aspect traitement et penser à la pédagogie, créer une pédagogie adaptée. De quelle manière, selon vous, le numérique, par exemple, on en parle beaucoup en ce moment, il peut aider peut-être à répondre aux besoins spécifiques de ces élèves? Est-ce que vous travaillez là-dessus? Est-ce que, selon vous, ça peut être une solution? C'est un outil. C'est un outil comme un autre, effectivement. Je veux dire, maintenant, ça ne peut être qu'un outil. Je veux dire, de toute façon, comme n'importe quel outil, il doit être accompagné par un pédagogue pour être utilisé correctement. Donc, il y a effectivement des choses ça peut être un outil, ça peut être pour certains élèves, par exemple, qui ont des difficultés d'écriture, le fait de pouvoir dicter, ça peut lui permettre une participation complètement différente. Donc, bien évidemment, c'est des outils qu'il faut utiliser. Maintenant, je pense que même pour n'importe quel enseignant, il ne peut pas faire reposer son enseignement là-dessus. Il a besoin, effectivement, quand même, d'être formé et d'être accompagné sur tout ce qui est aménagement et adaptation pédagogique. Comment peut-être décentraliser justement cette question de la pédagogie? Aujourd'hui, c'est donc un peu à l'enseignant de s'adapter, de créer peut-être des cursus, des cours particuliers. Est-ce qu'il ne faudrait pas au niveau national peut-être avoir quelque chose de plus concret et ensuite d'applicable donc de manière plus simple, plus efficiente, plus efficace au sein des écoles? Aujourd'hui, ça incombe un peu à la responsabilité de l'enseignant lui-même. Oui, mais parce que c'est lui qui est dans la classe. Oui. Enfin, je veux dire, pour n'importe quel enseignant, il n'y a pas le cours type de telle leçon d'histoire géo. C'est toujours effectivement la façon dont l'enseignant, lui, va s'approprier les choses et dont on va avoir envie de transmettre ça à ses élèves. Certains vont être à l'aise, vont utiliser tel type d'outil, tel autre. Donc, je ne pense pas qu'il puisse y avoir effectivement un modèle type. Par contre, ce qu'il y a, et ça existe, il y a par exemple un site Cap École Inclusive qui peut permettre de trouver, effectivement, d'aider l'enseignant pour trouver des outils. Mais après, un enseignant, c'est un pédagogue. C'est lui qui va avoir, effectivement, à faire sa pédagogie. Maintenant, après, on peut l'aider. Sur justement comment mieux adapter pour tel élève, c'est là où il y a besoin aussi de coopérer avec le médico-social, parce qu'eux, ils vont avoir la connaissance aussi de ce que va impliquer le type de handicap sur les apprentissages. Donc c'est là, effectivement, où il y a aussi un vrai travail de coopération à faire entre les deux secteurs. Nicolas Aiglin, sur cette question, il nous reste quelques secondes, sur cette question de collaboration, peut-être de se faire aider donc, par le médico-social, comme le disait Bénédicte Keil, mais aussi peut-être par le privé. Je parlais du numérique. Est-ce que vous comptez aussi, vous appuyez? Est-ce qu'il serait intéressant de travailler aussi avec des acteurs du privé qui réfléchissent à des solutions numériques ou non qui vont dans ce sens? Oui, les outils numériques sont intéressants. Bénédicte l'a évoqué. Il y a besoin de beaucoup de matériel pédagogique adapté pour certains élèves, ceux qui peuvent avoir des difficultés d'écriture, ceux qui peuvent avoir des difficultés d'accès au support. Je pense aux élèves déficients visuels, aux élèves déficients auditifs qui ont besoin de matériel spécifique. Et donc pouvoir travailler avec des opérateurs privés qui vont développer des logiques d'accessibilité, soit sur du matériel très spécialisé, mais aussi sur du matériel grand public. Aujourd'hui, les technologies d'accessibilité qui sont dans les smartphones, qui sont dans les tablettes, permettent d'éviter l'achat de matériel qui, à l'origine, coûtait très cher. Un ordinateur Braille, c'est 7 000 € en achat en moyenne. Un ordinateur avec une plage Braille connectée, avec des logiciels d'accessibilité intégrés, on va être sur un coût d'équipement à 2 000 2 500 €. Vous voyez la différence? Donc, plus les acteurs privés vont intégrer les logiques d'accessibilité et proposer des pratiques numériques qui sont pensées pour tous les élèves. Et bien entendu, ça permettra de faciliter la mise en œuvre de l'école inclusive. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir discuté avec nous aujourd'hui sur le plateau Smart Éducation de cette école inclusive. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation.